La baguette et plus généralement le pain sont devenus, grâce à lui, beaucoup plus que l'emblème de la France aux quatre coins du monde. Emblème, mais aussi objet d'histoire. Steven Kaplan est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes donc historien, spécialiste du pain en France. Vous êtes connu pour votre vision renouvelée, en étudiant d'ailleurs le pain, la sociologie, l'économie de cet aliment à travers le XVIIIe siècle français. Votre nouveau livre, le voici, il a pour titre « Raisonner sur les blés », essai sur les lumières économiques. Il n'y a pas que les lumières philosophiques, c'est chez Fayard Éditions. Alors commençons d'abord par votre parcours atypique. Vous êtes né à Brooklyn, oui, dans une famille d'origine juive polonaise. Tout à fait. Vous avez découvert la France en 1962, date de la fin de la guerre d'Algérie. À l'époque, comme ouvrier à 19 ans dans une usine à vin d'Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne. Pourquoi est-ce que vous débarquez en France ce jour-là? Oui, c'est un peu bizarre d'être à la fois dans le vin et dans le pain. Pour un juif de Brooklyn, c'est eucharistiquement excessif peut-être. Ouais. Je me suis trouvé là tout à fait par hasard. Mon père venait de mourir. J'étais boursier dans une grande université qui était in loco parentis. J'étais mal. Ils m'ont donné un billet pour aller en France. Ils m'ont dit, vous allez vous rétablir en France. Pour devenir un honnête homme dans le monde, il faut passer par la France. Le MEDEF de l'époque ça s'appelait le CNPF. Ouais. Il m'avait donné un boulot. Le boulot, c'était à 22 positions à Ivry-sur-Seine. Je vivais dans une petite Galta, enfin, à côté de Saint-Sulpice, et c'était pour moi un moment de transformation. Donc vous arrivez d'un pays capitaliste, déjà première puissance mondiale, vous vous dites c'est quoi, c'est l'Union soviétique, non? C'était un tout petit peu ça, sauf à Ivry-sur-Seine, j'étais entouré par des communistes qui, dans un premier temps, ne m'aimaient pas de tout parce que j'incarnais l'impérialisme, ouais. J'incarnais le FBI, j'incarnais tout ce qui était mauvais. Et puis au bout d'un certain temps, ils m'ont accepté. Et puis j'étais fasciné parce que j'ai appris ce que c'était, pas simplement la lutte des classes, mais il y avait des prêtres ouvriers. J'ai compris donc la lutte sociale de l'Église. C'était le début de la fin de la guerre d'Algérie. Donc c'était aussi... Il y avait encore l'OAS aussi. Absolument. Oui. Il y avait des attentats, il y avait des tensions. Et puis il y avait l'existentialisme, il y avait Saint-Germain-des-Prés, il y avait tout ce qui était... Et il y avait Saint-Germain-des-Prés, et il y avait la rue du Cherche-Midi. Oui. Le premier jour, vous achetez du pain dans une boulangerie au 8 rue du Cherche-Midi, chez Poilane. Et là, vous ressentez quelque chose d'absolument incroyable. Racontez-nous. C'était une exaltation incroyable. Bon, je connaissais... Poilane, à l'époque, n'était pas encore le Poilane d'aujourd'hui. Je me suis trouvé là tout à fait par hasard, parce que c'était à côté de là où je crachais. J'avais faim, j'achète un bâtard, il se trouvait, avec un peu de fromage et un petit quart de vin. Je m'installe au Luxembourg, je prends le pain et je peux vous décrire exactement ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire quelque chose de formidablement émouvant. Et il y avait un goût de noir, de beurre noisette, il y avait un goût presque de potiron, je dirais. Il y avait ma bouche était ronde, ouais. le goût était long, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et vous dites d'ailleurs, je romps le pain, je le mets dans la bouche, la sensation m'envahit, un arôme inconnu, une saveur puissante, cela reste la plus belle mâche de ma vie, et pour cause. À partir de là, vous allez vous spécialiser par la suite, vous allez enseigner dans les plus grandes universités aussi. Votre thèse a porté, on va y revenir, sur le pain comme un fait social total, Princeton, Yale. En effet, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous devenez historien, spécialiste du pain en France. Je suis devenu historien, spécialiste de l'histoire sociale, notamment de la France. Le pain, pour moi, était une grande métaphore, un grand levier, une opportunité de voir un tas de choses, à la fois culturelles, sociales, économiques, politiques, institutionnelles, religieuses, etc. J'ai fait, bien sûr, autre chose. J'ai écrit sur la Révolution française, j'ai écrit sur l'histoire du travail, mais c'était surtout le pain qui est la structure structurante de mes investigations, parce que le pain était tellement crucial dans cette société. Et justement, on a envie de vous demander pourquoi au juste le pain, et en quoi vous a-t-il aidé à donner une nouvelle vision du XVIIIe siècle français, de la France monarchique? À cette époque-là, la France historienne était très séduite par l'école des annales, comme on appelait ça. L'école des annales, c'était une autre forme d'histoire. C'était pas l'histoire des événements, c'était l'histoire des structures, l'histoire des problèmes, l'histoire des idées, des concepts. Disons des structures complexes de la vie. Et j'ai été
attiré par le pain, non pas à cause de ce goût qui me restait dans la bouche, mais parce que le pain était en quelque sorte l'entrée dans tous les sens, dans toutes les directions. Pascal disait qu'on était tenu par les cordes de la nécessité et par les cordes de l'imaginaire. Et le pain était à la fois la nécessité, c'est-à-dire la ration de survie, l'imaginaire, c'est-à-dire tout ce qui était à la fois sacré, mais également profane dans la sociabilité de la famille. Communion à l'Église, communion à la famille. Et déjà, à l'époque, se pose la question, deux visions s'affrontent, le laisser-faire contre l'interventionnisme. C'est sur ce thème qui met aujourd'hui aux prises beaucoup de dirigeants politiques dans le monde que déjà les intellectuels et les économistes s'affrontaient à l'époque, les grands esprits même du XVIIIe siècle, Diderot, Galliani, Turgot, Necker, parmi tant d'autres. Exactement. Ce qui est très frappant, c'est qu'on peut étudier le pain comme je l'ai fait, comme un objet. On peut faire donc même un CAP, une boulangerie pour mieux comprendre et écrire de façon plus évocatrice. Le pain, évidemment, c'est quelque chose de matériel, aussi bien que de symbolique, mais c'est aussi quelque chose de politique. La légitimité du pouvoir dépend de la capacité du roi, à nourrir le peuple, à garantir le peuple contre la faim. Or, le débat au XVIIIe siècle, le XVIIIe, c'est quand même une société tenue, opprimée, vivant dans une tyrannie par rapport à un pouvoir qui était soi-disant absolu. Il y avait une perspective de liberté, c'est ça les Lumières. Mais cette liberté par rapport au pain, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le roi devait se désengager totalement, devait dire « je suis plus ton père, débrouille-toi ». Ça, c'est le laisser-faire. Et donc, ce débat dont il y a des échos tous les jours, M. Macron vous dit « je suis contre les règles et les rentes ». Mais c'est la même chose qu'au XVIIIe siècle, quand les physiocrates et autres libéraux disaient si on ne garantit pas absolument la liberté et la propriété, on est étouffé, pas d'initiative, pas d'entreprise et la famine garantie. Et évidemment, les gens de l'autre côté disaient si vous refusez d'intervenir, de diriger en quelque sorte, de donner des structures de protection, on va sombrer dans une misère et dans des guerres entre les forts et les faibles. Et justement, le débat fait rage. Le prix des grains, vous parlez d'ailleurs du grain Mirabeau, peut-être que vous allez pouvoir nous en dire quelques mots. Le prix des grains agite l'opinion publique que Voltaire résume avec une expression assez saisissante. Il dit, vers 1750, rassasié de vers, de tragédies, de comédies, d'opéras, de romans, de réflexions morales plus romanesques encore et de disputes théologique sur la grâce et sur les convulsions, la France se mit enfin à raisonner sur les blés, d'où le titre de votre livre. Ouais, c'est très joli comme formule. Ce qu'il voulait pointer, c'était ce que j'appelle moi le tournant économique des Lumières. Les Lumières, c'était d'abord quelque chose de presque métaphysique, même si c'était mené contre la vieille métaphysique. C'était l'émancipation de l'homme en tant qu'entité morale. C'était la conquête d'une certaine vision de la liberté, d'opinion, de presse, de religion. C'était la dignité de l'homme. Mais à un moment donné, il fallait revenir sur Terre. Quel était le problème qui surtout au quotidien, était celui qui obsédait la vaste majorité des Français? C'était le pain. Or, comment de façon optimale, faire en sorte que le pain a un prix raisonnable, a une qualité, disons, correcte et en quantité suffisante. Comment organiser ce système de production d'abord et puis de distribution après. Le pain, un fait social total, c'est donc l'objet de l'histoire que vous traversez. Ça fait 40 ans que vous travaillez sur ce sujet et pour d'ailleurs le mener à bien, vous avez même été boulanger. Oui, j'étais un tout petit peu boulanger. Quand j'étais en pleine thèse, recherche de thèse, je me suis rendu compte que si je ne savais pas faire le pain, je n'allais pas être convaincant. Donc j'ai préparé en auditeur libre un CAP en boulangerie que je n'ai jamais achevé, mais j'ai eu 4 mois de stage, 2 mois dans une boulangerie rue de la Roquette, 2 mois rue Saint-Jacques,
où, après avoir travaillé aux archives toute la journée, la nuit, j'allais aux archives en vélo, et de minuit à 6 heures du matin, j'étais boulanger. Et c'était un moment formidable. Et il y a la presse française qui le raconte, hein, Le Monde, j'ai l'article, vous dites en hommage à cette vie presque entière dévouée au meilleur pain du monde. Lors de vos funérailles, on vous souhaite bien entendu longue vie, non pas un crayon comme Jean d'Ormesson, mais dites-vous une Eucharistie de la boulange, tous les boulangers de Paris, suivant le cercueil, leur baguette à la main. C'est une véritable fascination que vous avez pour cet aliment. Ah ben, le pain est tellement présent et incarne tellement de dimensions. Ah, c'est formidable. Je vous l'apporte. Oh, c'est sympa. Vous y allez vite. Non, mais c'est... Je vous laisse le goûter. C'est bien chargé d'arômes. D'abord, c'est un peu fruité. Il y a un peu de raisin de Corinthe. Il y a un peu de cerise noire. C'est intéressant. L'aspect est assez rustique et agréable. Je dois mettre ça en bouche. J'y vais. Allez, j'en prends avec vous. Disons que le goût est un peu en deçà des arômes, mais les arômes sont envoûtants. On dirait la boulangère. Le goût est bon. Vous savez comment il s'appelle ce pain? L'écureuil. Je ne savais pas cela. Peut-être pour sa forme. Mais c'est un pain très bien fait. Eh bien, c'est un pain évidemment aux graines et ça donne une espèce de piquant. Mais je suis touché. Peut-être un fait sociologique. Vous me disiez juste avant de commencer cet entretien, Steven Kaplan, je parle la bouche pleine, c'est ce qu'il ne faut pas faire en général, et vous allez devoir le faire aussi. Vous me disiez qu'aujourd'hui, il y a un fait sociologique intéressant, c'est que 50% des boulangers en Ile-de-France sont tunisiens. En quoi c'est intéressant sociologiquement? Ils sont d'origine maghrébine, ça je sais. Tunisiens. Oui, c'est moi qui le dis, je m'avance un peu. J'en connais beaucoup, c'est pour ça. Sans doute. Bon, en France, la République nous interdit des comptages comme cela. Oui. J'observe, je connais tous les meuniers dont les clients sont des artisans, et depuis 10 ans, il y a une transformation profonde. Je trouve ça formidable, parce que dans un moment où la France doit faire face à des xénophobies, à des peurs, à des exclusions, à toutes sortes de tensions. Je dis la France, aux États-Unis, on vit ça également. Bravo Alabama, bon, je dis ça entre parenthèses, pour hier soir, pour l'élection. Mais donc là, ce sont des gens issus des minorités qui fabriquent le symbole, au fond, de la tradition française et de la baguette. L'idée que l'aliment le plus français imaginable est fait par des gens qui, eux, veulent être français à part entière. Je trouve ça magnifique. Merci beaucoup, Steven Kaplan, d'être venu sur notre plateau. Raisonner sur les blés, édition Fayard. Merci beaucoup. Merci à vous.